Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les chroniques du Commander. Comme d'habitude, nouvelle deck tech, mais cette fois-ci, pas de nouvel invité puisqu'on revient avec un invité qui est déjà venu. C'est même lui qui avait fait l'ouverture de cette série consacrée aux généraux en duel Commander. Et cette personne, je veux bien se parler de Jules Lestienne, aka Askeladon. Salut Jules, comment tu vas? Salut. Bah ça va super, je te retourne la question. Comment ça va? Écoute, moi ça va super bien et je suis très content de te revoir. T'étais venu la première fois avec Venser. Alors là, t'as complètement changé, clairement. En fait, je voulais changer un petit peu, explorer de nouveaux horizons. Venser, c'était mon pet deck, comme je l'avais laissé entendre. Là, on est sur quelque chose de très différent. Déjà, il n'y a pas de bleu. Je sors un petit peu de mon élément. C'est un deck qui est mid-range en couleur Golgari. Donc l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, essayer d'aller un petit peu plus loin, que ce soit en termes de gameplay ou de réflexion sur le build. Couleur Golgari, on pense tout de suite à, évidemment, Jitrog, ah non, pas du tout. incroyable. Aujourd'hui, je viens pour présenter Grist, qui est donc le second gros Golgari du format, en fait. Grist, c'est plutôt mid-range control, avec des synergies unfair qui va vouloir jouer sur l'early game. C'est un petit peu particulier parce que c'est un Planeswalker, et il n'y a pas marqué que ça peut être notre commandant dessus. Mais en fait, les premières lignes de ce Planeswalker, c'est tant que Grist n'est pas sur le champ de bataille, on considère que c'est une 1-1 insecte créature en plus de ses autres types. Par exemple, si Grist est dans ma main, dans ce cas-là, ce sera un Planeswalker légendaire de type Grist, 1-1 insecte et créature. Et ça veut également dire que sur la stack, c'est une créature, que dans mon cimetière, c'est une créature, que dans mon deck, c'est une créature, mais également en zone de commandement. Et c'est pour ça que j'ai le droit d'avoir Grist en commandeur. Il y a 3 capacités, les 3 sont relevant, la dernière est anecdotique, mais on s'en sert de temps en temps. Donc la première capacité, qui est un +1, on crée un insecte 1-1 noir et vert, et qu'on va meuler une carte. Si la carte meulée est un insecte, on va recommencer ce processus en rajoutant un marqueur loyauté, en recréant un insecte et en se remeulant d'une carte. La seconde capacité, qui est un -2, je vais essayer de bien expliquer comment est-ce qu'on la résout, parce qu'elle utilise ce qu'on appelle un Reflexive Trigger. Un Reflexive Trigger, les triggers, c'est tout ce qui va sur la pile, mais qui n'est pas un sort. Comme exemple un peu phare des triggers qu'on utilise tous les jours, activer un fetch, donc par exemple un Scalding Tarn pour aller chercher une île, quand on va sacrifier le Scalding Tarn, il va y avoir un trigger. Ce qu'on appelle Reflexive Trigger, c'est un trigger qui va arriver sur la pile, mais a posteriori ou selon des conditions d'activation un petit peu particulières. C'est une appellation qui est un petit peu niche. Il n'y a pas spécialement besoin de savoir que ça s'appelle comme ça, mais c'est plutôt connaître le fonctionnement. Ça veut dire que quand on va résoudre le -2, il va y avoir 2 triggers différents. C'est un -2 qui dit on peut sacrifier une créature. Et quand on le fait, on détruit la créature ou le planeswalker ciblé. Je vais essayer de mettre une mise en situation pour expliquer un petit peu comment on résout ça. J'ai une Grist qui est en jeu, qui va avoir 3 marqueurs, et j'ai un insecte 1-1. En face, il y a un Teferi héros de Dominaria que j'aimerais bien détruire. Je vais vouloir activer le -2. Avant même que je sacrifie une créature ou quoi que ce soit, je vais avoir un trigger sur la stack, qui englobe le fait de sacrifier une créature et de détruire un Planeswalker. Il y a un passage de priorité entre mon adversaire et moi-même. On va résoudre, et comme moi j'ai envie de tuer ce Teferi, je vais sacrifier mon insecte. Ensuite, il va y avoir un autre trigger, un trigger différent du premier, qui va se mettre sur la stack, qui va simplement dire « Détruisez la créature ou le planeswalker ciblé », et quand je le mets sur la stack, je vais pouvoir donner une cible. En l'occurrence, ce sera Teferi, héros de Dominaria. Là, il y a encore un passage de priorité entre mon adversaire et moi-même, et ensuite, si personne n'a d'effet, on pourra résoudre ce trigger. C'est important de savoir que ça se résout comme ça, parce qu'il y a quelques tricks in-game qui peuvent changer la donne. Exemple, je fais un -2 et mon adversaire, en réponse, il fatal push mon insecte. Je me retrouve sans aucune créature à sacrifier, et donc quand je vais résoudre, je vais pas pouvoir tuer de Planeswalker. Pareil, si mon adversaire veut stifle la capacité, s'il stifle avant que j'ai sacrifié, il va rien se passer, mais il peut également stifle après que j'ai sacrifié ma créature. Si vous êtes amené à jouer le deck, prenez bien votre temps pour pouvoir correctement résoudre cette capacité. Et enfin, la dernière activation, qui est un -5, qui dit que chaque adversaire va perdre autant de points de vie que de nombre de créatures dans notre cimetière. Donc les premiers trucs qu'on observe quand on lit la carte, c'est que déjà c'est un générateur de tokens, que le Planeswalker se défend plutôt pas mal, mais que c'est également une forme d'interaction, qu'en command zone, on va déjà avoir de quoi détruire une créature ou un Planeswalker. C'est un avantage structurel qu'on va avoir dans beaucoup de match-up, qui est ma command zone représente une interaction. Ok, donc là on a un général qui est quand même très complet
Et comme tu as dit Mhm. tout à l'heure, tu sors vraiment de ta zone de confort. On te connaît plus déjà en tant que joueur de bleu, puis Grixis, hein, bleu, rouge et noir. Très grosse réputation de joueur Storm. Et là, du coup, tu joues vert noir, donc tu joues Grist. Qu'est-ce qui t'a fait changer en fait? Pourquoi t'es passé sur ces couleurs et sur cet archétype? Pour ça, il faut revenir un petit peu à tout ce qui s'est passé en Duel Commander. Il y a eu la période Inala, euh, où j'avais aidé à finaliser le deck pour le rendre vraiment fort, qui était un deck Storm. Juste après ça, on a eu une grande période avec Azmorano Mardika Destiny à Cool Dakar, qui était également un général vachement puissant que j'ai buildé. Il y a eu le ban de ce général-là, donc je me retrouvais un petit peu sans vrai deck. Mais Rist et Grist, dont on avait un petit peu parlé au moment de MH2, il y a l'un des trucs qui m'attirait beaucoup chez le général, qui est la structure qu'on appelle le plus souvent Dork.deck. C'est une appellation qu'on utilise pour dire qu'il va y avoir beaucoup d'elfes à mana, ou bien de petites cartes qui vont très souvent coûter 1 et qui vont produire un mana. Et monter un deck avec cette structure, avec beaucoup de producteurs de mana en début de partie, ainsi qu'avoir des couleurs qui synergisent beaucoup avec le cimetière, c'était quelque chose de vachement intéressant. J'avais aussi cette volonté de casser Skullclamp, qui est déjà une carte bien forte seule. Et c'est d'ailleurs ce qui donne le nom du deck. Mes dorks sont des divinations. C'est-à-dire que quand on va les équiper, le dork va très souvent mourir pour nous faire piocher 2 cartes. Les toutes premières versions du deck, c'était essayer de s'amuser un maximum. Et on avait abouti à pas grand-chose. J'étais resté sur une liste très combo qui n'était pas du tout la bonne orientation. Et donc, on avait des listes de Grist qui étaient sympas, mais sans plus, qui avaient beaucoup de mal à perfer, qu'on voulait même pas amener en tournoi parce qu'on savait que les listes n'étaient pas incroyables. Et il y a à peu près 2 à 3 mois, je me suis dit, ah tiens, faudrait peut-être que je me remette à penser un petit peu le général. Ça m'intéressait beaucoup de monter autre chose que Storm, Control. Comme on joue Golgari, il y allait avoir beaucoup de créatures. Et je n'en joue pas souvent, donc c'était pour moi l'occasion de m'entraîner en tant que builder comme en tant que joueur. Effectivement, je comprends que tu as voulu vraiment monter Grist pour des raisons très spécifiques. Est-ce que tu as un palmarès avec ce général pour le moment? J'ai pas forcément de chiffres à donner parce que je pense que les chiffres en Duel Commander ont assez peu de sens. Mais en tout cas, en FNM, ça se passe toujours très bien. Ça oscille entre 3-0, 4-0 ou sinon 3-1, 2-1. Et sinon, sur des events un petit peu plus gros, j'ai fait top 8 sur le Zap. Une semaine après ça, je suis allé à Châteauroux pour 2 jours. J'ai gagné l'événement le premier jour. Et le second jour, j'ai fait 5-2. Je me fais sortir aux portes du top 8. Je suis allé au Master Zap où je fais second jour 1, second jour 2. Très très content de ces performances. Je perds en finale contre un bon joueur de U-White, Drogo, qui jouait Shorekai. Donc voilà, j'ai perfé sur quasiment tous les gros events que j'ai fait avec le deck, qui est vraiment encourageant. Et me laisse penser que le deck va devenir de plus en plus populaire et va occuper une place importante dans ce metagame. Et si on parlait un petit peu plus du deck maintenant, comment tu as construit Grist, ce fameux dork.deck? On peut couper la decklist en 4 catégories, je dirais. Il va y avoir les dorks, la toolbox, les payoffs et les interactions. Et aussi de quelques cartes qui sont là simplement parce qu'elles ont un power level intrinsèque très élevé. Le deck compte, il me semble, une douzaine de dorks. On en a 10 qui sont sous forme de créatures et 2 qui sont des enchantements de terrain pour 1 mana. C'est très important d'avoir une densité aussi haute de mana dork, simplement parce que jouer Grist autour d'eux, c'est un play qui est extrêmement puissant. Grist étant en Planeswalker, c'est une menace qui est assez compliquée à gérer pour l'adversaire. En termes de curve, si on commence la partie, on fait tour 1 d'Orc et tour de Grist, face à un adversaire qui aura des counterspells, il n'aura pas encore de mana pour contrer la Grist. Ça permet également, contre les jeux aggro, de directement mettre du board, de leur dire voilà, il faut que tu gères mon général, mais en plus il aura fait un token qui servira pour bloquer ou pour faire un monde de Grist. Donc c'est une curve puissance. On a 40 landes et pas moins, malgré le fait qu'on ait énormément de mana d'orc, parce qu'on est un deck qui aime bien arriver dans le late game. Ensuite, on peut parler de la toolbox. Par là, j'entends la créature toolbox, c'est-à-dire c'est toutes les cartes de créatures qui vont avoir un rôle spécifique. Les cartes qu'on joue ont un but. C'est pas des cartes qui sont là juste parce qu'elles sont très bonnes en général. On peut penser dans cette lignée de cartes qui ne sont pas très bonnes individuellement à Young Wolf, Strangleroot Geist ou encore Rankle. Mais c'est des cartes qui, seules, sont pas forcément incroyables. C'est quand même un drop 4 qui est assez faible.
en parlant donc de ce Young Wolf et de ce Stranglehold Geist. C'est des créatures qui ont un Undying, ça veut dire que quand elles vont mourir, elles vont revenir en jeu avec un marqueur +1/+1. L'avantage de jouer des créatures Undying, c'est déjà qu'elles vont très bien bloquer le board, mais également qu'elles vont pouvoir très bien se sacrifier sur le -2 de Grist. Comme il va directement revenir en jeu, ça nous fera un bloqueur pour notre Grist qui sera généralement à seulement 1 ou 2 de loyauté. Dans les autres créatures qui peuvent être là pour te faire sacrifier, on peut penser à Gilded Goose, qui est un dork qui est très faible parce qu'il va s'utiliser qu'une seule fois. On peut aussi penser à Bloodghast qui se sacrifie et qui va revenir quand on va jouer des terrains. Et dans ces autres cartes qui peuvent être sacrifiées, on a le Deep Forest Hermit, qui est un drop 5, qui quand il arrive en jeu va créer 4 écureuils, et on pourra sacrifier encore et encore les écureuils créés par cet ermite sur le moins de Grist pour pouvoir tuer plein de créatures. Pour rester dans les synergies directes avec le général, et cette fois-ci plus par rapport au +1, on a Ogak, qui est en fait le power play du deck. Et on va très souvent chercher cette créature sur un tuteur. Et c'est pour ça que dans cette lignée de créatures toolbox, on va trouver Fearsome Pass, qui est une 1/1 pour 3, c'est un body vraiment faible, mais qui, quand il va arriver en jeu, va nous permettre de chercher une carte de créature qui va coûter 6 ou plus. Coup de chance, Ogak coûte 7, donc on pourra le trouver sur ce trigger. À côté de ça, on peut essayer de rester dans cette lignée de grosses menaces qui vont impacter assez violemment le board. Donc on a Bloodghast et Vengevine, parce qu'on a pas mal d'effets qui permettent de faire un petit peu comme en tombe. On peut donc penser à Buried Alive, Survival of the Fittest, qui sont les cartes qu'on utilisera le plus souvent pour pouvoir mettre cette triplette au cimetière. Généralement, la séquence, ce sera de poser un terrain pour armer Bloodghast, convoquer Ogak avec le reste de notre board, le plus souvent des insectes, et lancer une autre créature. L'autre créature permettra de ramener Vengevine, et donc on aura en une seule carte un board qui sera constitué d'une 8/8, d'une 4/3 célérité et d'un Bloodghast qui pourra revenir et se sacrifier sur des -2. C'est des boards qui sont vachement durs à gérer, parce que même Vras marche pas super bien. On peut également penser à l'un des autres tuteurs qui va plutôt bien synergiser avec Ogak, c'est Worldly Tutor. Souvent, ça veut dire qu'on va devoir attendre notre draw step, mais grâce à Grist, comme on va pouvoir meuler une carte sur le +1, on va directement meuler Ogak, par sa nature assez récursive, ça nous permet de faire ce Worldly Tutor sans avoir besoin de piocher une carte. Pour le moment, j'ai parlé de synergie avec le général ou de cartes qui mettent la pression, mais quand on pense à une créature toolbox, c'est plutôt comment est-ce que mes créatures vont pouvoir gérer une menace précise. En ce moment, c'est vachement important d'interagir avec les artefacts ou avec les enchantements. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu cette super deck tech de Mars sur Shorekai. Shorekai, c'est un artefact, c'est vachement important d'avoir des réponses. C'est pour ça qu'on joue 2 créatures qui sont Sage du Reboisement et Outland Liberator. Ça a de très bonnes applications dans quasiment tous les match-ups. On peut au moins penser à Skullclamp, qui est une carte très représentée, comme Umezawa's JT, Pissing Needle, un coptère de contrebandier dans quelques jeux aggro. Un exemple qui est assez marquant aussi, c'est face à Essica. À côté de ça, on va avoir d'autres cartes qui vont permettre d'avoir des effets assez niches, assez précis, mais qui vont être vachement bien selon les match-ups. Opposition Agent, qui est très très bien contre les jeux combo, puisqu'ils vont très souvent chercher dans leur bibliothèque. C'est également une carte qui est là parce que on est un deck qui a beaucoup de mal à interagir avec les combos. Je parlais de Rankle tout à l'heure. Rankle, c'est une carte qui est très très bien pour gérer des créatures très inaccessibles avec Grist. On peut penser à True Name Nemesis ou à Light Pose, toutes les créatures qui vont avoir un mot-clé qui nous empêchera de la cibler. C'est également une carte qui apporte ce qu'on appelle de la reach. Ça veut dire qu'on peut trouver des points de dégâts en un tour directement sur une phase d'attaque. Rankle, ça met jusqu'à 4 points de dégâts et ça passe à travers des bloqueurs puisque ça a le vol. Pour des boards qui sont bien plus larges, on a Yawgmoth qui nous permet de sacrifier des créatures, qui nous permet de mettre des compteurs -1/-1 et nous faire piocher les cartes en contrepartie. C'est une carte qui est vachement importante dans des match-ups d'X-Swarm qui vont poser beaucoup de boards d'un coup. Il faut aussi noter que Yawgmoth a une dernière capacité qu'on oublie souvent, qui est que pour 2 noirs et avec comme coût de se défausser une carte, on va pouvoir proliférer. Ça me permet par exemple de rajouter un marqueur loyauté sur ma Grist, de rajouter un marqueur +1/+1 sur mon Young Wolf, ou de rajouter un marqueur -1/-1 sur le Tarmogoyf de mon adversaire. Mais il y a quelques applications qui sont un poil plus niche. Si mon Urza's Saga est à 2 marqueurs, donc je vais pouvoir proliférer, rajouter un 3e marqueur pour activer la dernière capacité et chercher un artefact qui coûtera 0 ou 1. On a également des applications avec Vanishing 3 du Deep Forest Hermit. On peut rajouter un marqueur pour éviter que notre ermite meure au début de notre entretien. Dans les dernières créatures dont j'ai pas encore parlé, par là je pense à Thragtusk et Titan Primitif. C'est 2 cartes qui ont des rôles assez différents. Thragtusk, c'est là pour mettre un gros stop à aggro.
Très souvent, on va se faire agresser en début de partie, on aura mal à bien prendre du board. Parce que Grist n'est pas toujours suffisant, et dès qu'on prend une interaction dessus, tout de suite notre board devient un petit peu ridicule. On a un seul mana d'orc, cool, on met pas beaucoup de pression. Traktos, ça nous permet de dire, ok, là je gagne 5 points de vie, je peux m'asseoir un petit peu sur cette réserve de points de vie que je me constitue, mais j'ai également un body 5-3 qui permet de trade quasiment toutes les créatures du format, et qui va laisser un ripop 3-3 bête quand il va quitter le champ de bataille. Et Titan Primitif, c'est là parce que le deck avait besoin d'un drop 6. Et de temps en temps, ça va être vraiment important d'avoir une carte qui va coûter spécifiquement 6 mana pour qu'elle se trouve soit sur Fearsome Path, soit sur une activation de Bursting Pod en sacrifiant un drop 5. C'est également le drop 6 qui a le plus d'impact quand il va arriver en jeu. Mais l'avantage de Titan, c'est que cet impact, il va toucher différents aspects du jeu. À la fois, il met une 6-6 piétinement qui va pouvoir correctement attaquer, mais c'est une 6-6 qui, quand elle va attaquer, va faire de la value. Elle va nous chercher 2 lands qui vont sûrement avoir un petit peu plus de texte qu'un land de base. Le problème, c'est que quand Titan va les faire arriver en jeu, bah, ils sont en jeu, ils sont pas dans notre main. C'est pour ça qu'on a rentré un autre land qui s'appelle Golgari Road Farm, qui est un bounce land. C'est-à-dire que quand ce terrain va arriver en jeu, on va renvoyer un terrain qu'on contrôle dans notre main. Ça permet, dans certains match-ups vachement demandants sur les 10 Enchant Light, de pouvoir trouver Boseiju et de le mettre directement en main. Quand je vais résoudre mon Titan, je vais chercher Golgari Road Farm et Boseiju, trigger de Golgari Road Farm, je remonte Boseiju en main, et j'ai mon Disenchant-like. Il me semble avoir parlé de la majeure partie des créatures, mais il en reste encore quelques-unes que je n'ai pas citées. Par exemple, Scavenging Goose qui permettra de gérer des cartes du cimetière. Eternal Witness qui justement va pouvoir jouer avec notre cimetière. Par exemple, je vais peut-être avoir besoin d'une discard contre contrôle. Je l'aurais fait en début de partie. Ma Witness me permettra de reproposer une discard un petit peu plus tard. Wall of Blossoms, Dark Confident et Augure of Autumn, qui sont toutes les trois des cartes qui permettent de faire de la value. Wall of Blossoms, c'est vraiment bien parce que c'est un bloqueur très fort contre aggro et qui fait sa value dès qu'il arrive en jeu. On n'a pas besoin que la carte reste pour pouvoir en tirer un avantage. Dark Confident et Augure of Autumn, c'est des cartes qui vont avoir un impact puissant. Et la dernière créature dont j'ai pas parlé, c'est en fait un tuteur déguisé en créature. C'est Fine d'Artisan. Donc c'est une créature qui permettra d'aller chercher toutes les autres qui vont avoir un effet sympathique selon le match-up. Grosse quantité de créatures toolbox, effectivement. Je crois que la catégorie suivante, c'est les payoffs. Je te laisse introduire cette catégorie. Qu'est-ce que tu joues dans ce deck que tu considères comme payoff? Je vous ai parlé tout à l'heure de Buried Alive qui allait chercher plein de créatures et les mettait au cimetière, qui propose des boards assez impressionnants. De Ogak qui fait souvent gagner des parties à lui seul. Et on peut rajouter à ça quelques cartes qui sont tout à fait unfair. Alors forcément, il y a cette Skullclamp dont je parle depuis le début, qui permet de rentabiliser les cartes qu'on a en jeu et de les transformer en cartes dans notre main, qu'on va pouvoir rejouer et continuer. Mais on a également Earthcraft, qui est une carte qui va générer énormément de mana, puisqu'on a un deck capable de produire plein de petites créatures. Recurring Nightmare, qui permet de faire un effet Reanimate encore et encore. Mais ça permet également de rejouer notre Grist, ou plutôt de la renvoyer en jeu depuis le cimetière. Et donc de bypass cette taxe de commandement. On a Contamination, qui est un hardlock. C'est un enchantement pour 2 génériques 1 noir qui dit quand un terrain est engagé pour du mana, il va produire un mana noir à la place de n'importe quel type et quantité. Ça veut dire que le Serra Sanctum adverse ne fera qu'un seul mana, et en plus il sera noir. Il faut penser à une autre synergie avec Contamination, ce sont les Enchantlands, Utopia Sprawl et Wild Growth, qui permettent de passer à travers cette contrainte de ne faire que du mana noir. Mind Twist, c'est une carte qui est vraiment très forte, bien plus contre contrôle que contre aggro, même si elle apprécie très mal le counterspell dans la main adverse. Reanimate et Unearth, qui sont pas spécialement là pour cheater des cartes, c'est-à-dire les mettre en jeu via des moyens détournés. Donc je convertis mes points de vie en mana, qui est un avantage assez unfair dans Magic. Mais les cartes sont plutôt là pour réanimer notre général en fait. Le dernier gros powerplay du deck, c'est Living Death. On est un deck qui est capable de facilement mettre tout notre champ de bataille au cimetière. Living Death aura souvent un impact assez incroyable, même si de temps en temps la carte peut être morte. Il faut garder en tête qu'on n'est pas un deck qui est spécialement voué à faire fonctionner Living Death. Donc on peut tomber sur quelques match-ups où Living Death sera meilleur chez l'adversaire que chez nous. On passe donc aux interactions. Forcément, comme on a une pièce d'interaction en command zone, qui est Grist elle-même, on va jouer moins d'interactions que d'autres decks du format. On peut au moins penser à Witherbloom Command, Abrupt Decay et Miles Tramples. La carte a beaucoup de conditions pour pouvoir faire du 2 pour 1,
pour pouvoir détruire 2 permanents ou bien détruire un permanent et nous redonner une carte derrière. Le mode -3, -1 a beaucoup d'applications dans le format, notamment contre Red Deck Queens, mais contre tous les decks aggro en général et tous ceux qui vont jouer des dorks comme nous. À côté de ça, on va avoir la triplette de discard, qui sont Duress, Inquisition of Kozilek et Sotsiz. C'est 3 cartes qui sont pas forcément excellentes dans le deck, mais qui permettent de compenser quelques faiblesses. Et comme on est tap out, on est très sensible au powerplay adverse. Si l'adversaire joue une carte qui a un impact énorme sur la partie, on aura beaucoup de mal à y répondre proprement, puisqu'on le laissera faire un petit peu tout ce qu'il veut. Les discards, ça permet justement de vérifier que l'adversaire n'a pas ce genre de carte en main. 3 spot removal, que sont Fatal Push, Dismember et Deadly Relic. Les dernières cartes dont j'ai pas encore parlé, ce sont donc une Vrasse qui est Toxic Deluge, qui est vachement particulier. Quel est l'intérêt d'en fait détruire tout son board avec une carte? En fait, Toxic Deluge est là pour une fonction assez particulière. On a du mal contre les jeux qu'on appelle Go Wide, qui sont en fait des jeux qui vont proposer beaucoup de menaces très tôt dans la partie. Parmi les decks les plus représentés à Red Deck Queens, mais Winnie White peut en faire partie. Toxic Deluge, c'est une carte qui nous permet de dire dans ces parties, je change quelques points de vie pour pouvoir récupérer la tempo, avoir un board qui est un petit peu plus nettoyé pour pouvoir proposer mes plays de late game. C'est aussi une carte qui nous permet de passer des créatures vachement dures à aller chercher. C'est une carte qui permet de résoudre pas mal de situations compliquées en début de partie. The Mythook Massacre, qui est une Vrasse similaire qui donne également -X. Mythook, c'est une carte qui va demander beaucoup de mana pour pouvoir proprement gérer un board, malgré le fait qu'il y ait plein d'upside. Mais comme je le disais, la Vrasse, elle est là pour répondre assez tôt à des menaces. Et il y a une pluralité de menaces. The Mythook Massacre a également un défaut que j'ai pas encore relevé, qui est de coûter 2 mana noirs. On a un deck qui est vachement demandant sur le mana. On sait que les mana bases en Duel Commander sont vachement sensibles. Bon, bah vu que tu en parles avec Massacre au croc de boucher, et si on parlait un petit peu des terrains maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta mana base? Concernant cette mana base, j'ai choisi avec ce deck de favoriser le vert, qui permet de quasiment tout le temps proposer d'orc tour 1. Je pense que c'est plus important de pouvoir régulièrement faire gris le tour 2 plutôt que de caster un Nimh Tutorak. On a déjà Urza's Saga, que j'ai cité tout à l'heure pour les interactions avec Yawgmoth. Et Urza's Saga, c'est une carte qui va avoir 2 cibles dans le deck lorsqu'on va résoudre le 3e chapitre, qui sont Pissing Needle et Skullclamp. Mais Pissing Needle, c'est une carte qui a beaucoup d'applications dans le format. Je parlais de Shorikai tout à l'heure. Quand on nomme Shorikai sur Pissing Needle, ça se passe souvent très bien. Mais Aminatu a également des capacités activées. Même contre aggro, on va avoir quelques cartes qui vont avoir des capacités. On peut penser à Marat par exemple. Urza's Saga, c'est généralement le land numéro 1 qu'on va chercher sur Titan Primitif. On ne joue pas de land spécialement fort en eux-mêmes. On ne joue pas Cabal Coffers, qui marcherait bien avec Urborg, parce que le deck n'a pas vocation à générer une aussi grande quantité de mana. Et on a vachement peu de cartes qui vont avoir beaucoup d'effets en tant que land. Malgré tout, on peut trouver quelques applications sympathiques à Dryad Arbor, qui reste une créature, et qui peut activer certaines synergies, par exemple sur Yawgmoth ou carrément de Grist. Vandalhaven, qui rendra nos insectes 2-3 au lieu de 1-1. Mais aussi une Nurturing Pitland, qui fait piocher une carte quand on va le sacrifier. Ou bien encore les Land Channel de Kamigawa, comme Takenuma ou Boseiju. Alors, t'as dit tout à l'heure que toutes tes créatures, elles avaient forcément un but. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces fameuses synergies qu'il y a dans ton deck? Déjà, il y a cette Dryad Arbor qui marche très bien avec ce Ogak, qui permet très souvent d'avoir la 2e créature sur un fetch pour pouvoir le convoquer. Il va y avoir le -5 de Grist qui permet de passer à travers certains locks dans le format, comme Mitar. Si mon adversaire a un Mitar et qu'il est par exemple à 3 points de vie, bah, le -5 de Grist ne cible pas mon adversaire. Quand on fait un -5, si Grist était à 5 marqueur loyauté, elle va mourir en faisant son -5. Mais si je veux maximiser mon nombre de points de dégâts, je peux laisser ma Grist au cimetière qui comptera comme une créature pour infliger plus de points de dégâts. Il existe une règle à Magic qui dit que si une créature a un marqueur +1/+1 et un marqueur -1/-1 en même temps sur elle, on va retirer de la partie ces 2 marqueurs. Par exemple, j'ai un Young Wolf qui est 2-2 grâce à son marqueur +1/+1. Si avec Yawgmoth, je sacrifie un insecte pour mettre un marqueur sur mon Young Wolf, on aura donc un Young Wolf qui sera juste 1-1 et qui pourra, quand il est sacrifié, revenir en jeu grâce à cette capacité Undying. Et ça permet, si on a Young Wolf et Stranglewood Geist en jeu, de pouvoir sacrifier l'un et l'autre, de pouvoir enlever les marqueurs +1/+1 de l'un ou l'autre, et donc de pouvoir payer des points de vie pour piocher pas mal de cartes.
Faut aussi voir qu'avec Earthcraft, entre chaque moment, on va sacrifier l'une de ces créatures. Et le moment où elle va revenir en jeu, ça nous permettra de générer du mana. Et qui peut être un moyen de tirer avantage de cette grande perte de points de vie. Puisque pour sacrifier une créature sur Orgmos, il va forcément falloir payer un point de vie. On a également Recurring Nightmare, dont j'ai pas trop parlé, mais qui est en fait une carte vachement forte dès qu'elle va être couplée à des grosses créatures. Par exemple avec Thragtusk, ça permet souvent de réanimer une créature quelconque de notre cimetière en sacrifiant un Thragtusk. Et dès que je vais avoir par exemple 6 mana, je vais pouvoir au moins ramener en jeu une fois un Thragtusk, qui permet d'avoir des tokens bêtes en grande quantité, mais également de gagner beaucoup de points de vie. Quand on assemble ces deux cartes-là contre un jeu aggro, c'est souvent la fin. Recurring Nightmare, c'est aussi une carte qui marche vachement bien avec Deep Forest Hermit, ou même avec Titan Primitif. Et notamment une combo que j'aime beaucoup, qui est évidemment tout à fait niche, et le deck ne cherche pas à proposer cette combo à chaque partie, mais il faut tout de même savoir qu'elle existe. Ça implique d'avoir Earthcraft en jeu, d'avoir un basique qui est enchanté par un des deux enchantements, d'avoir ce Recurring Nightmare dont je parlais tout à l'heure, et par exemple ce Deep Forest Hermit. Faut bien comprendre que Earthcraft avec un basique enchanté, ça veut dire que toutes nos créatures génèrent 2 mana. Donc quand je vais jouer mon Hermit, je vais pouvoir générer 10 mana après l'avoir joué. Comme il m'aura coûté 5, ça va faire plus 5 mana à chaque fois que mon Hermit va arriver en jeu. Eternal Witness, ça nous permet de lancer une infinité de fois une carte de notre cimetière. Avec Wall of Blossoms, on pioche tout notre deck. Donc voilà, c'est quelques synergies vachement fortes du deck. Il faut les avoir en tête, même si elles n'arrivent pas souvent. Mais c'est ce qui permet de gagner des games un petit peu de nulle part. Alors j'ai vu plein de cartes dans ton deck, mais j'ai aussi vu plein de cartes qui n'y sont pas. Je te propose qu'on entame un petit chapitre dédié aux cartes que tu ne joues pas et pourquoi tu ne joues pas. Et parce que moi ça me questionne en tout cas. Il y a des cartes qui me semblent pas forcément évidentes à mettre dans ton deck, mais qui y auraient quand même une bonne place. Commençons avec une carte un petit peu simple qu'on retrouve d'ailleurs dans Ogak, le Caustic Caterpillar, la chenille caustique. Toi tu la joues pas dans ton deck. En plus c'est un insecte, donc c'est vrai que ça pourrait trigger sur le plus 1 de Grist. Faut déjà voir un truc, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'insectes dans ma decklist. Le type insecte, il n'est pas relevant. C'est un événement qui arrivera de manière bien trop occasionnelle pour qu'on puisse vraiment sortir ça comme argument. Mais c'est toujours appréciable de le noter. De temps en temps, ça fera gagner une partie. Et c'est une application qui est correcte sur World Editor, puisque mettre un insecte au-dessus de ses bibliothèques permettra d'activer 2 fois le plus 1 au lieu d'une. Voilà pour le type insecte. Ensuite, c'est une carte qui a un body qui est un petit peu trop faible. 1 pour 1, je pense que c'est pas assez, à moins que la carte produise du mana. C'est pour ça que c'est un petit peu les seules cartes qu'on a à 1. Et à côté de ça, on a un Young Wolf qui est là pour des raisons un petit peu différentes. C'est une carte qui est vachement importante dans le metagame parce qu'elle porte 10 enchants. On peut payer 2 pour sacrifier quelque chose, mais notre deck, il a suffisamment d'effets comme celui-là. Donc je pense que le Caterpillar, c'est une itération bien plus faible de ce qu'il y a déjà dans le deck. La résilience, est-ce que du coup pour l'instant c'est plus très utile vu que c'est plus trop les menaces pour l'instant le cimetière? Ouais, c'est un petit peu ça. Dans le format, on a quasiment rien qui abuse du grave. Les top tiers, c'est des decks créatures assez classiques. C'est une bonne carte, sauf que ça a trop peu d'applications dans le format. Traqueuse infatigable, alors, très connue aussi des joueurs de moderne, de standard. Enfin, elle a brillé un peu partout. Ça c'est pareil, c'est un petit peu trop lent. Le deck il est mid-range, mais on veut pas être mid-range mou. On veut pas juste faire de la value et mettre quelques drops. Ok. Traqueuse, c'est une carte qui est tout à fait excellente, mais ici on est un deck qui est bien plus synergique, qui a envie que toutes ces cartes fassent des trucs les unes entre les autres, alors que Traqueuse, ça fait que des choses toutes seules. Et du coup je suppose que la bête de quête rentre également dans cette catégorie. Bête de quête, c'est un peu particulier aussi. C'est une carte qui est souvent rentrée dans les decks pour 2 raisons. La première, c'est passer Maze of It et Glacial Chasm. La seconde, c'est gérer le Planeswalker. Et en plus, son rôle de détruire le Planeswalker est tout à fait caduque dans ce deck, puisque le -2 de notre général permet déjà de répondre à ces menaces. Emrakul, la fin promise, c'est quand même une belle bête, ça peut plier des games. Emrakul, c'est une carte que je trouve très très sympathique dans le deck, parce que c'est une inévitabilité qu'on a un deck qui pourrait se permettre de la jouer puisqu'on va dans le late game, mais je pense qu'elle n'est pas nécessaire pour qu'on gagne en late game. Par contre, si le format commence à se ralentir énormément et que aggro meurt, Emrakul ce sera une carte qui est vraiment excellente parce qu'on est déjà un deck qui embête contrôle,
mais qui de temps en temps aura du mal à bien prendre l'uptempo. Il y a des moments où on se fait juste contrôler. Et avoir une carte qui en plus est tutorisable via le vert, qui est une évitabilité, est vraiment bien. Mais actuellement, le metagame n'est pas comme ça. Il faut toujours l'avoir à l'esprit, je pense. C'est pas idiot de considérer la carte. Je vois également que tu ne joues pas l'ingénieur de peste. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette carte? Plague Engineer, ça permet de gagner le miroir. C'est une carte qui se débrouille pas trop mal contre Shurikai. Et contre aggro, la carte a pas mal d'applications. Ce qui me dérange, c'est que c'est un 3-drop qui a un body relativement ridicule. Et si la carte n'a pas une application précise, elle sera vachement faible. Mais Plague Engineer, je la considère pas mal aussi. Surtout que c'est une créature qui se tuteur. En fait, si on veut considérer des cartes à inclure, il faut que ce soit des cartes qui se glissent correctement dans la curve et qui synergisent avec le deck. C'est pour ça que la majeure partie des cartes dites un peu vanilla, qui font que des trucs toutes seules et qui vont pas avoir de synergie claire, ont été écartées du deck. Donc c'est pour ça que les seuls 3 drops qu'on voit dans les decklists, c'est pas vraiment des 3 drops, c'est des cartes qu'on peut jouer bien plus tard dans la partie. Alors, petit artefact que j'ai pas vu sur ta liste en tout cas, c'est le JT. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce qu'il y a une raison sur pourquoi tu la joues pas justement? Je pense qu'il y a évidemment une raison parce que la carte est citée par beaucoup de joueurs comme étant une carte quand même super forte et que ça serait dommage de pas la jouer. C'est quoi ta raison? C'est une carte qui a de très gros avantages dans le deck. Ça permet de transformer nos 1-1 insectes en menaces. Ce qui est toujours vachement appréciable. JT, c'est une carte qui est utilisée dans des dynamiques un peu aggro, même si on peut dire que c'est plutôt bien. Dans notre deck, ça nous permettra de gérer le board, de gagner quelques points de vie. Sauf qu'en fait, gérer le board et gagner des points de vie, le deck le fait déjà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer le board avec le moins de Grist, on va pouvoir gagner des points de vie en mettant des bloqueurs. Donc je pense que c'est une carte qui est très bien, mais ailleurs que ici. Alors je vois une carte qui est quand même très bien, mais je pense que c'est peut-être bien, elle est peut-être dangereuse, je sais pas. C'est quand même une carte qui est forte avec contamination, c'est Âpre Fleur. En fait, les premières versions du deck jouaient déjà Bitter Blossom pour avoir plus de petites cartes qui synergisent avec le deck. Mais on mourait un peu trop dessus. Le deck a besoin de cartes qui sont bien plus fortes que Bitter Blossom. Alors je t'ai cité pas mal de sorts et de permanents non terrain, mais je remarque aussi qu'il y a quelques terrains que je ne vois pas dans ta liste. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les marécages de Bojuka, la tour Phyrexiane et l'éveil d'Ajadim? Pourquoi tu les joues pas ces terrains? En fait, ils ont l'air quand même assez intéressants dans le deck. Je pense que Bojuka Bog c'est bien, mais pas dans ce metagame-là. Le jour où on abusera du Grave, oui, mais pas maintenant. Pour Phyrexian Tower, c'est un terrain qui fait de l'incolore et qui fera quasiment tout le temps de l'incolore. Les quelques moments où les 2 noirs seront relevant arriveront trop peu souvent comparé au moment où Phyrexian Tower nous empêchera de lancer les sorts. Et il me semble que la dernière carte que tu m'as citée, c'est cette MDFC pour triple black. Je pense qu'on peut s'arrêter au triple black. Parlons un petit peu budget maintenant. Est-ce que tu penses que c'est possible de perfer avec Grist, mais à moindre coût? C'est vachement compliqué de parler de budget, comme tu l'as dit, parce que je suis un joueur qui est très compétitif. Mon but, c'est de créer la meilleure liste, c'est pas de créer une liste accessible. On peut parler des quelques cartes qui vont coûter un petit peu cher. J'aurais pas d'alternative à vous proposer, mais si vous voulez garder un deck qui est jouable, vous pouvez vous orienter dans cette optique que j'appelle un petit peu mid-range mou, Traqueuse Infatigable, même Crimfire, Tarmogoyf. C'est des bonnes cartes de Golgari mid-range. On peut au moins parler de Horsecraft qui est bien sans être tout le temps excellent, puisqu'elle a forcément besoin d'une carte à côté pour avoir un réel impact. On a Survie du plus apte qui est incroyable dans le deck. Il y a les parties avec, il y a les parties sans. Et spoiler, quand on joue avec une survie, généralement on gagne. Contamination, c'est la même chose. C'est l'une des raisons qui rend le deck vraiment très fort. Recurring Nightmare, c'est une carte qui est envisageable de cut aussi, parce que la carte a besoin de beaucoup de setup pour fonctionner. Par contre, dès qu'elle fonctionne, c'est quasiment win on spot. Il me semble que Urza's Saga, ça cote un petit peu. Bossage joue aussi. Si vous jouez pas ces cartes, il est tout à fait envisageable d'enlever Titan Primitif pour entrer un autre drop 6 de votre collection. Yawgmoth, c'est pas nécessaire, vous pouvez juste cut la carte si vous l'avez pas. Ça ouvre beaucoup de lignes de play d'avoir une carte qui permet de proliférer et qui a un sac outlet. Le truc, c'est que c'est des cartes qui n'ont pas nécessairement de remplaçant. Il n'y a pas de cartes qui ont des faits analogues, même si elles coûtent plus cher. Donc il faut simplement assumer qu'on joue sans et essayer d'orienter le deck vers une autre direction. Ok, donc je vais sur un tournoi avec ce deck. Et en imaginant que je ne fasse pas de grosses fautes de jeu, tu penses que je peux monter jusqu'où? Je pense que c'est top 16 en général. Avec un peu de chance, ça peut faire top 8, voire même gagner un event. On est dans un format qui est très permissif. Malgré le fait qu'on ait des decks définis,
des orientations métagaming avec un petit peu de variance, on peut juste gagner avec un 99. Je pense qu'on peut emmener la majeure partie des CZ qui ont un petit peu de potentiel en top 8. Je le faisais déjà avec Vencer. C'est surtout qu'on est dans un format où le niveau du joueur permet de compenser pas mal le 99. Et donc si vous vous entraînez pas mal, c'est possible de perfer même avec une liste qui est pas forcément incroyable ou un GG qui est un petit peu sous-estimé. C'était une très bonne transition. Parle-nous du coup des match-up. Comment tu places du coup quelles sont ses forces et ses faiblesses? Alors faut voir déjà que Grist c'est tier 1. Si c'est pas tier 1, ça se rapproche très fortement. Le deck il est even contre quasiment tous les decks, voire légèrement avantagé. Et il va avoir quelques faiblesses contre non-creature combo et contre des decks qui vont avoir des avantages spécifiques contre Swarm. Par non-creature combo, on peut penser par exemple à Kenrit Reanimator, à quelques variantes de Storm qui sont certes absentes dans le format, mais qu'on peut voir de temps en temps. Mais voilà, c'est des decks qui vont avoir des combos synergiques qui vont pas passer par le board. Et comme on est un deck qui est tap out et qui interagit que durant son tour, donc pour finir sur les combos, ce qui va le plus nous défoncer en ce moment, c'est Light Pose. Donc c'est le mono blanc qui va chercher plein d'enchantements. Et c'est justement le fait qu'on ait beaucoup de mal à interagir avec ce général qui va directement chercher protection contre le noir et contre le vert, qui nous mettent en difficulté. Donc aussi parler de ce Golos Omniscience, où quand on mange Flash Rector dans Omniscience, puis dans plein de grosses cartes, bah forcément on ne peut pas avoir d'interaction sur le moment. Évidemment on a quelques outs, mais ce sont de maigres outs et c'est pour ça que le match-up est compliqué en général. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que contre Animator ou contre Gitrog, qui sont des decks non créatures combo, on s'en sort pas si mal que ça. Et c'est dû au fait qu'on ait une gestion en command zone en fait. Gitrog très souvent va prendre un avantage en faisant un gros tour, en contrôlant pas mal, ou en se cachant derrière un Glacial Chasm, mais le tout en faisant stick son général 6-6 en jeu, en essayant de faire en sorte qu'il reste sur la table. Et le fait d'avoir Grist ça permettra de dire bah non, j'aurai toujours ma gestion à ton général, tu pourras pas le laisser en jeu proprement. À côté de ça, on peut donc parler de Reanimator. On va avoir beaucoup de mal à interagir avec. Par contre, on encaisse très très bien les grosses cartes qui sont réanimées. À part Yona qui nommerait une couleur, quasiment toutes les autres cartes sont plutôt ok parce que Grist permettra de les détruire directement. Donc voilà, on a quelques armes contre Reanimator, et il faut pas se dire que quand l'adversaire réanime une carte, que c'est automatiquement perdre la partie. Au contraire, l'adversaire va sûrement dépenser beaucoup de ressources pour réanimer quelque chose, mais on peut toujours s'en sortir derrière parce qu'on est un deck qui est vachement peu sensible à ça. On peut ensuite parler au moins du match-up aggro, qui est le match-up assez classique. On est mid-range, donc assez naturellement, on va prendre la position du joueur de contrôle. L'adversaire va jouer des menaces. Notre but, ça va être d'arriver en late game pour pouvoir proposer des plays qui sont bien plus forts que les siens. Faut pas tomber dans le piège d'utiliser le -2 pour virer des menaces trop tôt dans la partie. Utiliser le -2, ça veut dire perdre une créature sur le board, mettre Grist à portée d'une bolt ou d'une phase d'attaque. C'est souvent bien mieux de poser plein de petits bloqueurs, d'attendre un petit peu pour pouvoir jouer un powerplay. Et une fois qu'on a stabilisé, là, on va rentabiliser le -2 pour pouvoir reprendre l'avantage. Comme on a un avantage structurel via notre command zone, tous les decks aggro qui vont se baser sur une grosse menace, on va les défoncer vraiment violemment. On peut citer par exemple Ogak ou même Doran. Winnie White peut être de temps en temps un petit peu plus compliqué s'il a pas mal de menaces cheap. C'est des match-ups où il va être vraiment important de toucher son interaction en début de partie, par exemple contre Mono Rouge. Il y a les games avec et les games sans Fatal Push. Forcément, dans les match-ups contre aggro, Toxic Deluge et Living Death sont incroyables. Mais il faut aussi se concentrer sur Ogak, qui est l'une des meilleures menaces que notre deck peut proposer face à un deck aggro. Parce qu'une 8-8 trample, très peu de decks aggro peuvent l'encaisser. C'est un excellent bloqueur le tour où ça arrive, ça permet souvent de stabiliser. Mais derrière, c'est une cloque très rapide qui tuera généralement en 2 tours et qui permet totalement de renverser la tempo dans une partie. Marat, c'est ce qui se rapproche le plus d'un aggro linéaire classique. Il faut simplement se concentrer sur tuer Marat le plus possible. Essayer de contraindre l'adversaire à gérer le board, mais pas gérer uniquement nos tokens. C'est assez dramatique quand l'adversaire a le luxe en late game. Et contre Denik, c'est assez particulier parce que Denik c'est tempo.
Qui dit tempo dit counterspell, et notre deck il aime pas trop ça. Malgré tout, on a un deck qui va être très demandant pour l'adversaire. Comme on va proposer un dork en early game, on va déjà avoir cet avantage structurel d'avoir plus de mana plus souvent que notre adversaire. Deuxièmement, quand on va jouer Grist T2 ou T3 selon la game, on va vraiment dire à notre adversaire, ok, maintenant il faut que tu aies ton counterspell, si tu l'as pas, ça va être très compliqué, parce que Tempo a assez peu de moyens de déloger Grist. On sait que par exemple Grist tour 2 ou tour 3, ça nécessite un counterspell, par contre plus tard dans la partie, c'est moins grave. Par contre, Buried Alive, le jour où la carte résout, ça nous fait gagner quasiment sur le spot. Les contrôles, faut voir que on va défoncer tous ceux qui se basent sur des permanents. Sachant en plus que contre contrôle, résoudre Grist, c'est souvent synonyme de victoire, ou du moins d'un grand avantage. Parce qu'il y a peu de cartes dans le format qui gèrent proprement une Grist. Pareil pour Niche Mizzet, c'est plutôt cool d'avoir un removal le gros dragon. On peut ensuite penser aux deux autres contrôles du format, sachant qu'il y en a un qui est plutôt combo, plus que contrôle. Shoreikai, dès qu'on va le laisser s'installer, résoudre son général, on va très souvent perdre. C'est pour ça qu'il faut mulligan assez agressivement dans des mains qui contiennent des dorks pour pouvoir proposer assez tôt dans la partie Grist, mais également une réponse directe à Shoreikai, pour pouvoir punir notre adversaire s'il fait Shoreikai fin de tour, qu'on fait tuteur dans Rexage change général, et bim, l'adversaire est totalement hors tempo. Et qu'on a Contamination qui est une excellente arme dans le match-up. Citis, lui sera très souvent contraint dans son plan de jeu parce qu'il ne pourra pas slam Citis puisqu'on aura constamment le removal en command zone. Il va avoir beaucoup de cartes avec lesquelles on aura du mal à interagir. Mais la grande densité de Disenchant-like est tout à fait appréciable. C'est un match-up dans lequel il est moins nécessaire d'avoir les dorks en early game et il est beaucoup plus important de toucher des cartes comme Contamination parce que ça permet de dire stop directement à la game. C'est des match-ups où c'est beaucoup plus important d'avoir de l'interaction plutôt que de la pression. Donc faut vraiment se concentrer sur cette partie interaction. Tout ce qui va être un petit peu mou, qui va pas forcément rentrer dans la case interaction, c'est plutôt à éviter sur les mains de départ. Je dirais que le deck est vraiment bien positionné en ce moment. Et on peut citer quelques mauvais match-ups du deck. Kelsian, parce que on pourra jamais se développer, il va tuer tous nos dorks avec son général. C'est un match-up qui est très dur. Jeska et n'importe quel autre partenaire à côté. Tous les insectes mangeront une race à un moment. Chris sera atteignable avec un -X. Donc c'est quelques match-ups où il faut faire attention. Qu'est-ce que tu penses justement de Grist? Est-ce qu'il a le pouvoir de passer entre les mailles du filet du comité pour les prochaines annonces? Ou tu penses que c'est ok? Je pense que Grist, c'est le power level qu'on veut dans le format. Évidemment, c'est surveillé par le comité en ce moment. Mais je pense que actuellement, Grist et Shoreikai sont les quelques gros decks du format, et c'est acceptable d'avoir des decks avec cette puissance-là. En tout cas, moi, j'espère qu'il se fasse pas bannir. Après, s'il se fait bannir, c'est un running gag qui me fera beaucoup rire. Et puis on buildera autre chose. Mais bon, si vous souhaitez investir un petit peu dans le deck, je pense premièrement que c'est pas perdu. Vous pourrez toujours trouver d'autres maisons à ces cartes-là, et ça devrait pas trop mal se revendre, puisque c'est de la RL. Je pense que pour les prochains mois, on est plutôt safe par rapport à Grist. Si la Grist se fait ban, ton prochain build, ça pourrait être quoi? J'aimerais beaucoup monter les Friends Forever. En ce moment, je suis en train de taffer sur Will Lucalurus. Actuellement, je suis sur une liste Storm, comme d'hab. Je pense que Storm, en ce moment, c'est très bien positionné. Il y a moins de Gravate. Ça doit avoir de très bons match-up contre plein de decks. Et ça doit très bien se défendre contre Shoreikai. Donc je pense que c'est mon prochain deck. J'ai beaucoup de listes inexplorées. L'un des trucs qui me ferait marrer, c'est de monter Tevesh Kidel, Dork Control, ou c'est Sultai avec plein de synergies. Je pense que le format est très ouvert en ce moment. Et donc j'aurai toujours des bonnes alternatives. Je suis pas encore fixé sur ce que je veux monter, mais je pense que j'aurai pas trop de mal à trouver un brew acceptable et ensuite réussir à le faire parfait. Bah écoute, amener un Kidel dans un top 8, ce serait quand même formidable. Fun fact, je pense que c'est pas très compliqué. Si vous cherchez des pistes les gens, bah voilà, Kidel c'est pas mal. Un Kidel associé avec quelque chose. Kidel tout seul, ouais, avec Brainstorm et Jambière d'éclair, peut-être, mais je pense que ça pue le mort. Et bah super Jules, merci en tout cas pour cette deck tech. On a bien exploré à peu près tous les match-ups, donc ça c'est cool. Je pense que les gens qui veulent monter le deck, ils auront aucun mal à éviter les pièges. Si les gens ont des questions, qu'ils peuvent évidemment donner en description, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Jules? Je suis très souvent disponible sur Discord. Je vous invite à rejoindre le Discord de Magic Bicket, sur lequel je suis le plus actif. Je partage très souvent les updates de decklist. Mes DM sont également ouverts si vous avez des questions, si vous voulez parler un petit peu plus. Puis voilà. Merci en tout cas Jules d'être venu parler de cette liste et de ce général qui perf
très très bien, il faut le dire, en ce moment, sur la scène du Duel Commander. Merci encore, Jules, d'être venu nous parler de ton nouveau deck de cœur. Et merci beaucoup de m'avoir invité pour parler un petit peu de mon pet deck. Très content de pouvoir toujours discuter et faire une petite deck tech qui sera rendue publique. Comme d'habitude, si vous avez des retours à nous faire sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos liées à cette série ou à d'autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à le faire en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à me proposer d'autres généraux et j'essaierai d'aller contacter les différents joueurs qui maîtrisent le deck et qui sont le mieux à même d'en parler. Si cette deck tech vous a plu également, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à en parler autour de vous évidemment, vous abonner et activer la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo et par ricochet de la prochaine deck tech. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord si vous souhaitez venir discuter avec les membres de la chaîne, Jules, qui est également sur le Discord, et venir parler de Commander, format que l'on apprécie tous sur cette chaîne. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain, on espère, pour une nouvelle deck tech. Portez-vous bien, passez une très bonne journée, et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Bye bye.